Faso, l'opposition accuse le président Roch Marc Christian Kaboré d'avoir fait reculer le pays en proie à une multiplication des attaques djihadistes. Elle lui demande de ne pas solliciter un second mandat. Au Cameroun, l'ouverture des frontières aériennes est effective. Les vols commerciaux ont repris dans les grandes villes du pays. C'est le cas à Douala où l'aéroport a accueilli en début de semaine ses premiers passagers. Et puis au Gabon, on trinque malgré le coronavirus dans les bars clandestins de Libreville. Depuis 3 mois, les bars, restaurants et discothèques doivent rester fermés, mais des tournées de bière n'ont jamais cessé dans les quartiers populaires. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Et nous démarrons par le Mali où le président Ibrahim Boubacar Keïta a assuré que le chef de l'opposition Soumaïla Cissé, enlevé le 25 mars dernier et présumé se trouver entre les mains de djihadistes, était en vie. Devant des responsables et des membres de la société civile, le chef de l'État a déclaré que ses ravisseurs étaient connus et qu'il reviendra bientôt. Plaise à Dieu. Soumaïla Cissé, deuxième à 3 reprises à des élections présidentielles au Mali, a été kidnappé le 25 mars alors qu'il était en campagne pour les élections législatives dans son fief électoral de Niafunké dans la région de Tombouctou. Il faut dire que le chef de l'État malien prenait la parole pour tenter de dissiper la contestation dont il fait l'objet. Ibrahim Boubacar Keïta a également annoncé des discussions en vue d'un gouvernement d'union nationale. Il espère ainsi mettre fin à cette contestation qui complique encore les actions pour sortir le pays de la tourmente. Voici les images. Suite au mouvement du 5 juin dernier qui réclamait sa démission, le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a annoncé ce mardi qu'il a décidé d'engager des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Il a aussi annoncé des consultations sur le Parlement et la Cour constitutionnelle. J'ai décidé d'engager des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mon projet n'a jamais été d'exclure qui que ce soit. Mon projet, c'est le Mali. À la tête du Mali depuis 2013, le président malien fait face depuis quelques semaines à la mobilisation d'une coalition hétéroclite conduite par un influent dirigeant musulman, l'imam Mahmoud Dicko. Elle réunit des responsables religieux et des personnalités de la société civile comme du monde politique. Le mouvement rebaptisé du 5 juin a appelé à un nouveau rassemblement vendredi prochain. Au Burkina Faso, l'opposition a accusé lors d'une sortie médiatique le président Roch Marc Christian Kaboré d'avoir fait reculer le pays en proie à une multiplication des attaques djihadistes. Elle demande au chef de l'État de ne pas solliciter un second mandat lors de la présidentielle de novembre prochain. Roch Marc Christian Kaboré a fait reculer le Burkina Faso avec plus de 2000 morts, plus de 4000 écoles fermées, le tiers du territoire occupé par les terroristes et près d'1 million de déplacés internes, a déclaré le président du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, Adama Serry. Après avoir trahi son serment, Roch Kaboré devrait demander pardon au peuple burkinabé et aux ancêtres et renoncer par dignité à solliciter un second mandat à ce peuple qui a tant souffert de sa gestion chaotique, a estimé Serré lors d'un point de presse hebdomadaire de l'opposition. Le Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes depuis le premier trimestre 2015 qui ont fait près de 1000 morts selon un décompte de l'AFP et 860 000 déplacés. Sous-équipées et mal entraînées, les forces de sécurité du Burkina, pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, n'arrivent pas à enrayer la spirale de violences islamistes malgré l'aide des forces étrangères, notamment de la France, présente dans le Sahel avec 5100 hommes dans le cadre de l'opération Barkhane. Les violences djihadistes mêlées à des conflits intercommunautaires qui touchent toute cette partie du Sahel ont fait au total en 2019 quelques 4000 morts au Mali, au Burkina Faso et au Niger, selon les Nations Unies. Au pouvoir depuis 2015, candidat à sa propre succession, le président Kaboré devrait être investi le 11 juillet prochain lors d'un congrès extraordinaire de son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès.
Au Niger, la journaliste blogueuse Samira Sabou a été entendue mardi par le doyen des juges d'instruction. Une audition au cours de laquelle elle s'est défendue en présence de ses avocats, ceci malgré son état de santé critique. Ses avocats ont déposé une demande de mise en liberté provisoire. Ils ont fait appel à la conscience et la sensibilité du plaignant, Mahaman Sani Issoufo. Nous restons sereins, nous avons confiance à la justice et nous savons que le rôle de la justice dans cette période où le président de la République lui-même a pris sur lui la responsabilité de gracier des personnes âgées, des personnes malades et dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, il est aujourd'hui pas attendu de hauts responsables de la République qu'une journaliste jeune, battante, qui ne dérange personne, en tout cas je dis bien personne, qui a son rôle à jouer dans le cadre de la promotion des droits de l'homme dans notre pays, qu'elle croupisse en prison. Je pense que je fais appel à la grandeur et du plaignant et de la République. Nous n'avons rien à quémander, mais nous estimons qu'il n'y a pas l'opportunité de garder Samira Sabou en détention. Le fond du dossier reste le fond du dossier. Lorsqu'une procédure en instruction, nous n'allons pas vous dire commenter le fond du dossier, mais permettez-nous de vous dire que nous sommes sereins. Sereins, malgré la pesanteur aujourd'hui juridique qui pose sur les justiciables nigériens et surtout sur vous les journalistes avec cette loi qu'il faut désormais combattre. En République démocratique du Congo, les résultats de 2 autopsies ont révélé que le magistrat Raphaël Yanni Ovongo, qui présidait un procès de corruption impliquant de hautes personnalités, est décédé des suites d'une hémorragie intracrânienne. Selon le ministre congolais de la Justice, il a été victime d'un traumatisme crânien provenant des coups reçus sur la tête. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a ouvert une enquête après le rapport d'autopsie qui a révélé le meurtre du juge Raphaël Yanyi. Selon les rapports de 2 autopsies que cite Célestin Tunda, vice-premier ministre et ministre de la Justice, Raphaël Yanyi est décédé de suite d'une hémorragie intracrânienne résultant d'un traumatisme crânio-éricéphalique. En d'autres termes, il a reçu 1 ou plusieurs coups sur la tête. L'autopsie révèle également l'existence de substances toxiques à dose non létale dans le cœur du défunt, selon un communiqué des autorités de Kinshasa cité par la radio Okapi. Pour rappel, le juge Raphaël Yanyi est mort le 27 mai dernier, au lendemain de la 3e audience du procès dans lequel comparaît le principal allié et ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, et 2 autres co-accusés. On leur reproche le détournement présumé de près de 57 millions de dollars destinés à la construction de logements sociaux promis par le nouveau chef de l'État. Des accusations rejetées par Vital Kamerhe dont les partisans dénoncent un procès à caractère politique. Le procès se poursuit et un autre juge a été désigné pour présider le tribunal. Le verdict est attendu pour le 20 juin prochain. Au Cameroun, l'ouverture des frontières aériennes est effective. Les vols commerciaux ont repris dans les grandes villes du pays. C'est le cas à Douala, où l'aéroport a accueilli en début de semaine ses premiers passagers après le confinement. Voici les images. Après la Côte d'Ivoire et le Bénin, les premiers pays à être desservis en Afrique, c'est au tour de Douala, la capitale économique du Cameroun, a accueilli son premier vol commercial ce lundi. La Direction générale des aéroports du Cameroun a, pour ce fait, pris des séries de mesures pour tester les voyageurs à leur arrivée de sorte à éviter des cas d'importation du virus. Nous testons les passagers qui n'ont pas les tests de moins de 3 jours. Ceux qui ont fait les tests avant, nous les retestons ici à l'aéroport pour la sécurité du Cameroun. Au niveau de l'aéroport, nous accueillons les passagers. Après, nous les testons. S'ils sont positifs, il y a une ambulance en bas qui les dirige au niveau de la Quintini. S'ils sont négatifs, comme ça, ils suivent le circuit normal. Mais en signant déjà une fiche d'engagement. À leur arrivée aux environs de 16h30 à l'aéroport international de Douala, les passagers sans exemption ont été soumis à plusieurs tests de la sortie de l'avion jusqu'aux multiples contrôles de police. Des mesures sanitaires des ADC très appréciées par les voyageurs. On a bien voyagé, départ de Paris, et
Et à l'arrivée à Douala, agréable surprise que les choses soient aussi bien faites. Donc il y a un dispositif entier qui se rassure de notre température, qui se rassure que le test de Covid date de 3 jours. Donc ce qui est très important. Et aussi, toutes les mesures sont prises. Hein. On asperge nos bagages. C'est très bien, c'est à apprécier. Voilà. Pour une fois, les choses sont bien faites. Sur les 200 passagers à bord de cette compagnie arrivés au Cameroun, aucun n'a été déclaré positif au Covid-19 après contrôle selon les services sanitaires. Au Gabon, on trinque dans les bars clandestins de Libreville malgré le coronavirus. Depuis 3 mois, les bars, restaurants et discothèques de la capitale gabonaise doivent rester fermés. Mais les éclats de rire autour des tournées de bière n'ont jamais cessé de résonner dans les quartiers populaires. Reportage. À Libreville, certains bistrots continuent d'accueillir à la sauvette les clients malgré le confinement imposé pour lutter contre le nouveau coronavirus. Depuis 3 mois, bars, restaurants et discothèques doivent rester fermés. Si les établissements luxueux ont bien laissé le rideau de fer, les éclats de rire autour des tournées de Régab, la bière locale, n'ont jamais cessé de résonner dans les quartiers populaires. On se rend compte que dans les marchés, c'est des milliers de personnes qui sont là. Mais on n'empêche pas là-bas. Pourquoi là-bas? Pourquoi le maquis où à peine 2, 3, 5 personnes vont se retrouver? Maintenant, on nous isole de nos frères, on nous isole de nos parents. Vous voulez qu'on ne peut pas réussir. Donc le confinement en Afrique, ça sera vraiment une affaire très difficile. Depuis 3 ans, Alba, cette femme de 33 ans, tient un établissement. En découle l'unique revenu de cette mère de famille qui doit continuer à payer le loyer de son bistrot. Face aux restrictions, elle a dû finalement déménager son commerce dans sa propre maison. Lorsqu'ils ont durci, c'est-à-dire lorsque le confinement total est arrivé, et je ne pouvais plus exploiter mon bar. J'étais obligée d'effectuer un plan B, donc celui de vendre à domicile. Une résistance qui met en exergue le rôle des bars, un exutoire vital, bien plus qu'un simple endroit où il faut s'alcooliser, soutient le sociologue gabonais Jean-Emery Etungue Efe. Donc ce qui fait que quand les pouvoirs publics décident de fermer les bars, ça passe mal tout simplement parce qu'en fait ça ressemble à une restriction d'un mode de vie qui est acquis. Donc, Le Gabon compte officiellement plus de 4000 cas de Covid-19, dont 27 morts. Mais plus qu'une maladie qui s'attaque aux poumons, le Covid-19 est pour eux un mal qui vient trouer des poches déjà vides. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.